bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette formation sur l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est un domaine qui varie pas mal par rapport à ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Plutôt de deep learning. Ce que je vous propose, c'est que la formation soit assez interactive. C'est un domaine que vous allez pour la plupart découvrir. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions. Allons-y. Salut. Du coup, l'apprentissage par renforcement, c'est l'un des 3 sous-domaines du machine learning avec l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Dans le cadre de l'apprentissage supervisé, vous allez avoir des données qui sont étiquetées, qui sont labellisées à la main donc, et vous allez les donner à un algorithme qui est censé vous sortir une relation entre les données et les labels, qui est censé apprendre cette relation. Dans le cadre de l'apprentissage non supervisé, vous avez juste des données et vous allez les donner à un algorithme pour qu'il apprenne diverses choses, comme par exemple faire de la génération spontanée de nouvelles données ou pour simplement mieux visualiser les données. Et pour l'apprentissage par renforcement, ça varie pas mal. C'est en fait là vous avez un algorithme qui est en interaction avec un environnement et c'est l'environnement qui génère les données en un sens. Et donc si vous laissez tourner l'algorithme dans l'environnement suffisamment longtemps, il est censé apprendre de cet environnement pour maximiser ce qu'on lui demande, c'est-à-dire la récompense, comme on va le voir après. Et dans le cadre de ces 3 sous-domaines, on pourra faire usage ou non de deep learning, qui désigne, je le rappelle, donc l'usage de réseaux de neurones à une ou plus généralement plusieurs couches. Mais voilà, c'est pas du tout quelque chose propre à l'apprentissage par renforcement, c'est plus un outil qu'on rajoute à l'apprentissage par renforcement, et on parlera du coup dans ce cas de Deep Reinforcement Learning. Donc les applications du RL, elles sont nombreuses, ça s'utilise en robotique, dans les jeux adversariaux tels que les échecs ou le Go, également dans les simulateurs physiques, dans les jeux vidéo et aussi les voitures autonomes. Et à chaque fois, ça suit ce schéma de base. Donc vous avez un agent qui va prendre des actions sur un environnement, ce qui va avoir un effet sur l'environnement en termes d'observation et de récompense, de rewards pour l'agent. Et donc en fait, vous pouvez déjà remarquer que c'est un framework qui est vraiment très général, ça s'adapte à beaucoup de situations, et c'est ce qui fait le succès du RL, c'est que c'est vraiment extrêmement général, et c'est pour ça que c'est un domaine assez porteur en ce moment. Donc comment ça fonctionne? En fait, vous avez un agent qui, à un instant t, c'est pour désigner donc le temps, va observer un état ST. En observant cet état, il va décider de prendre une action AT sur l'environnement. Cette action, elle va avoir 2 effets sur l'environnement. Déjà, elle va renvoyer une récompense RT à l'agent qui signifie à quel point l'action AT doit être récompensée à l'action T, donc dans l'état ST. Donc c'est une mesure instantanée d'à quel point l'action est bonne. Et le deuxième effet, c'est que ça va mettre à jour l'état et on va passer à l'état ST plus 1. Donc l'agent va réobserver ST plus 1, prendre une action AT plus 1, récupérer une récompense RT plus 1, l'état va être mis à jour ST plus 2, et etc. Comme ça, on tourne jusqu'à la fin de cette succession de transitions qu'on appelle un épisode, une succession de transitions. Donc, par exemple, si on prend comme exemple d'environnement le jeu Mario muni d'un simulateur NES. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que serait l'état? L'état, ça peut être par exemple une frame du jeu. Donc en format 200 x 240 x 3, parce qu'on est en RGB. Donc c'est juste un arrêt. Donc ça, c'est un exemple d'état qui doit, à terme, on l'espère, être bien interprété par l'agent pour optimiser la récompense. Les actions qu'il va prendre l'agent, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple une action parmi sauter, revenir en arrière et avancer. À chaque frame, du coup, il choisit une action parmi celles-là. On aurait pu en mettre d'autres. On aurait pu rajouter l'action s'accroupir ou l'action tenter de jeter une boule de feu. Mais c'est pas forcément utile, et en fait on peut résoudre Mario, ou en tout cas le premier level, juste avec ces actions. Et même l'action revenir en arrière, elle n'est pas forcément utile. Donc en fait, l'espace d'action, c'est nous qui le choisissons, et ça va, en fonction de
de la taille de cet espace, ça va être plus ou moins efficace pour l'agent d'apprendre. Et la récompense, ici, qu'est-ce que c'est? Donc la récompense, ça doit être une mesure de ce que vous voulez que l'agent maximise. Parce que l'agent va maximiser la reward, donc si la reward correspond à votre satisfaction, l'agent va maximiser votre satisfaction et vous allez être content. Du coup, la reward, qu'est-ce qu'on peut mettre comme reward dans ce cas-là? Bah, en fait, on veut que notre Mario, il avance, et on veut qu'il avance vite, qu'il atteigne le drapeau le plus vite possible. Donc ce qu'on peut mettre comme récompense, c'est la variation en x à chaque instant. Donc la différence entre le x à l'instant t et le x à l'instant t-1. C'est un exemple de reward. Alors, donc la fonction qui va relier l'état que l'agent observe et l'action qu'il prend, c'est ce qu'on appelle la politique, et ça se note pi. Ça peut être sous différentes formes. D'abord, ça peut être une politique déterministe, donc vous avez un état en entrée et ça vous sort une action. Ça peut être aussi stochastique, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une action déterminée en sortie, vous allez avoir une distribution d'actions. Donc ici, c'est dans le cas des actions discrètes. Mettons, vous avez 10 actions. Pi A sachant S, ça veut dire la probabilité de prendre l'action AT, l'action A à l'instant T, sachant que vous avez observé l'état ST. Donc c'est une distribution discrète d'actions en sortie. Et ça peut même être une distribution continue. Donc dans ce cas-là, vous avez en entrée un état et en sortie une loi. Par exemple, mettons que votre action, c'est une action entre moins l'infini et plus l'infini. Bah, la loi, ça pourrait être une loi normale dont les paramètres sont déterminés par l'état. Donc l'agent regarde l'état et dit en sortie, tiens, je vais prendre une action qui suit une loi normale de paramètres mu de S et sigma de S, donc quand les paramètres sont conditionnés par l'état. Nous, en fait, on va plus se concentrer sur cette définition, donc la deuxième, donc où les actions sont discrètes, parce qu'en fait, dans énormément de cas, les actions sont discrètes dans les environnements, et même quand c'est pas le cas, en réfléchissant bien, on peut s'y ramener en fait. Parce que si vous avez une distribution, un espace continu d'actions, vous pouvez vous ramener à un espace discret en divisant l'espace continu en suffisamment, des parties suffisamment petites. C'est ce qui s'appelle discrétiser l'espace d'action. Donc, quand je fais référence à la politique, je vous demanderai d'avoir en tête cette notion de pi de A sachant S. Du coup, un exemple de politique, ici, vous avez un État, et la sortie de la politique, c'est aller à droite à 90%, aller en arrière à 5% et sauter à 5%. Et une fois qu'on a cette distribution, on va sample une action de cette distribution et la prendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ce qui est de la notion d'épisode, donc un épisode, c'est une suite de transitions. Une transition, c'est une séquence état, action, reward. Et donc c'est une suite comme ça jusqu'à l'instant grand T. L'environnement, il commence dans un état S0 initial et il se termine à T égale grand T. Grand T, donc c'est la durée de l'épisode, quand l'état arrive à un état final. Et il est important de noter qu'il existe des environnements non terminaux, ne serait-ce que si vous considérez la vie. La vie, c'est non terminal, parce que bah, si vous mourrez, ça n'a pas de sens. Le problème n'a pas de sens. Vous essayez de résoudre un environnement en partant du principe que vous n'allez pas mourir. Ou de manière similaire, si vous essayez d'équilibrer un drone, vous partez du principe que le drone ne va jamais se crasher. Donc vous partez du principe que l'environnement est non terminal. En fait, par défaut, les environnements sont non terminaux. Ok, et là on arrive à un endroit important du cadre du RL, qui est la notion de gain futur. Alors en fait, le but en RL, c'est pas de maximiser la récompense instantanée à tout instant, RT, c'est de maximiser le gain futur. Donc la somme des rewards futurs, RT', pour T' supérieur à T. Donc c'est là que ça se différencie beaucoup de l'apprentissage non supervisé, enfin supervisé.
c'est que à chaque fois que vous prenez une action, vous allez devoir prendre en compte la reward que vous allez obtenir, mais aussi les rewards futurs. Donc vous n'allez pas forcément essayer de maximiser juste la reward instantanée, mais aussi les récompenses futures. Du coup, pour Mario, dans ce cas-là, si la récompense c'est l'avancement en X à l'instant T, eh bien le gain futur, ça va être l'avancement entre l'instant T et la fin du niveau. Et donc maximiser le gain futur, ça revient à faire en sorte que Mario arrive le plus loin possible jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à la fin du chrono. Et notre objectif donc c'est de trouver pi theta, pi star. Donc quand on met une étoile, ça veut dire que c'est optimal en fait, qui est la meilleure politique en termes d'espérance de gain. Donc voilà. Alors concernant l'environnement, comment on le modélise? Alors en fait, l'environnement, il est régi par deux dynamiques, on va dire. Déjà, les dynamiques qui traduisent la transition d'état. Donc vous êtes dans un état S, vous prenez une action A, quel est l'état S' dans lequel vous allez arriver? Ou plutôt, quelle est la probabilité d'arriver dans l'état S' pour chaque état S'? Donc ça, c'est la première fonction, là, ce dont je viens de parler. C'est P de S vers S' avec A. Donc qui est la probabilité, comme je l'ai dit, d'arriver dans S', sachant qu'on est dans l'état S et qu'on prend l'action A. Et vous avez un petit peu la même chose avec la reward. RAS, ça traduit l'espérance de la récompense instantanée, sachant qu'on a pris l'action A dans l'état S. Et donc ces deux fonctions, ou ces deux matrices, elles caractérisent entièrement l'environnement. Parce qu'elles caractérisent la transition qu'on a ici et la récompense estimée qu'on a ici. Alors, quelque chose d'important à noter, c'est qu'on a une distinction à faire, c'est-à-dire que des fois, vous connaîtrez ce modèle, donc P de A, S vers S' et RAS. Par exemple, dans le cas de tout ce qui est jeu de plateau. Tout ce qui est jeu de plateau, vous connaissez les règles, donc vous connaissez les transitions. Vous savez, pour un plateau d'échecs, si vous faites une certaine action, dans quel état vous allez arriver. Enfin, c'est assez rapide à calculer. Et pareillement, vous savez la récompense. Donc vous savez quand vous gagnez, quand est-ce que vous perdez. Mais c'est pas forcément toujours le cas, parce que vous pouvez avoir des environnements trop complexes ou voire même impossibles à extraire le modèle de l'environnement. Et dans ce cas-là, on opère la distinction model-based, model-free. Model-based, c'est on connaît le modèle de l'environnement et on va directement l'exploiter, on va planifier notre politique optimale, et on n'a même pas besoin d'interagir avec, on peut juste planifier. Et le modèle free, où là, il va y avoir nécessité d'interagir avec l'environnement parce qu'on ne connaît pas le modèle, pour en quelque sorte retrouver le modèle à partir de l'interaction. Est-ce que vous avez des questions sur les précédentes diapositives, donc notion d'environnement, de gain futur, de politique et d'épisode? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ok. Ouais. Bon, du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer avec quelques exemples d'environnement. Donc, premier exemple, l'environnement carte pôle. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Si vous avez un pendule inversé qui est en équilibre sur un socle, que vous pouvez faire aller à gauche ou à droite. Et l'objectif, c'est que le pendule reste en équilibre le plus longtemps possible. Et donc, quand le pendule atteint un angle critique, ou quand le pendule tombe, l'épisode est terminé. Et donc, vous avez perdu. Et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est l'état? L'état, ça décrit la physique interne du système le plus brièvement possible, donc avec quatre composantes, la position et la vitesse en x et en θ. Θ, c'est l'angle de la barre avec la verticale. Votre action, ça va être d'aller à gauche et à droite. Notez qu'il n'y a pas d'action ne rien faire. Et la récompense, ça va être
plus un à chaque étape. Pourquoi c'est plus un à chaque étape? Parce que je vous ai dit que le but, c'était de rester en vie le plus longtemps possible, donc de rester en équilibre le plus longtemps possible. Et donc, bah, maximiser la vitesse, la durée de vie restante, ça revient à maximiser le gain futur si la reward c'est plus un à chaque fois. Donc, en gros, on donne plus un en reward. Ce qu'on veut dire par là, c'est bien joué, tu as été en vie. Voilà. Autre exemple, donc jeu vidéo type Mario, donc je reviens brièvement dessus, mais on l'a déjà vu. Donc là, l'état, c'est une frame du jeu, l'action, c'est une des commandes possibles, et la récompense, c'est la variation en X à l'instant T. Autre exemple, les échecs. Alors c'est échec un peu particulier parce que vous êtes face à un adversaire donné, donc l'adversaire fait partie de l'environnement. Par exemple, vous jouez les blancs et les noirs sont inclus dans l'environnement que vous affrontez. Donc dans ce cas-là, l'état, c'est quoi? C'est un plateau de jeu où c'est au blanc de jouer. Hein, c'est important de le préciser. Et ça peut aussi se représenter comme une suite de coups. Des fois, c'est plus pertinent de représenter ça comme ça, en fonction des architectures des agents. Voilà, donc ça peut être les deux. Votre action, c'est le prochain coup que vous allez jouer. Et la récompense, c'est plus un si, dès que vous gagnez la partie, moins un dès que vous perdez, et 0 tout le reste du temps. Donc vous jouez une partie, vous avez que des récompenses de 0, et à la fin, vous avez une reward de plus un ou moins un selon le résultat de la partie. Et vous pouvez déjà remarquer que c'est quand même assez spécial comme définition de la reward, parce que même si ça correspond à ce que nous, on veut maximiser, ça va être assez dur à l'agent de comprendre si ses actions ont été bien ou non, puisqu'elles sont fortement delay dans le temps. Donc on verra plus tard comment on peut résoudre ce problème. Dernier exemple, de manière générale en robotique, où l'état, ça va être l'ensemble des capteurs de pression et de position du robot. Votre action, ça va être l'ensemble des ordres que vous allez donner à chaque muscle du robot. Et la récompense, ça peut varier selon la tâche que vous donnez au robot. Par exemple, si c'est se tenir droit, ça peut être une mesure d'à quel point le robot se tient droit à chaque instant. Si c'est déplacer un objet, ça peut être la variation en la proximité par rapport au but, etc. Donc voilà, ça dépend de la tâche. Ok, est-ce qu'il y a des exemples sur les environnements qu'on vient de voir? Ouais, Polo. Bah, techniquement, ça reste dans le cadre du RL, mais simplement là, je dirais que l'environnement est variable. C'est-à-dire que le modèle qu'on a vu là, le P et le R, ils sont pas constants du coup, au cours de l'entraînement. Du coup, ouais. Alors que dans... Bah, enfin, ah bah tu donnes moins un à celui qui a... Enfin, pour les actions qui ont conduit... Ouais, c'est ça. Une copie de l'agent, ouais. Mhm. Il y a des algorithmes qui mettent à jour qui apprennent la politique et qui la mettent à jour pendant les épisodes, et d'autres qui peuvent faire ça que à la fin. Voilà. On appelle ça apprendre online quand on peut mettre à jour sa politique pendant les épisodes. Voilà. Ok. D'autres questions? Non. Ok. Du coup, je vais parler de quelques distinctions euh, entre les environnements. Déjà, les environnements, une première distinction qu'on peut faire, c'est que certains peuvent être déterministes et d'autres sont stochastiques. Donc stochastique, ça veut juste dire qu'il y a de l'aléatoire dans l'environnement. Par exemple, là, le card pole, même s'il est assez complexe pour nous en termes de physique, il est déterministe, hein, il obéit à des lois physiques bien définies. Les échecs, c'est pas déterministe. Alors vous allez me dire, les règles des échecs, si c'est déterministe, mais j'ai précisé que c'est des échecs face à un certain adversaire. Et si cet adversaire il a une politique aléatoire, une politique stochastique,
eh bien l'environnement est de fait stochastique. Donc, et même si un environnement est déterministe, les variables mises en jeu seraient quand même stochastiques dans la mesure où la politique de l'agent, elle, est stochastique. Du coup, c'est pour ça qu'on parlera toujours en RL d'espérance de variables et pas juste des variables. Donc là, on parlera d'espérance de gain à maximiser. Donc ensuite, j'en ai brièvement parlé, mais l'environnement peut être terminal ou pas. Et dans le cas où il est non terminal, donc quand grand T vaut plus l'infini, on a un problème, c'est que le gain peut diverger. Parce que on a une somme infinie de récompenses qui peuvent être potentiellement non nulles. Par exemple, dans le cas de carte pôle, là, on a une somme qui diverge. Pour éviter ça, on introduit la notion de discount factor gamma, donc entre 0 et 1 et très proche de 1. Par exemple, si vous voulez une valeur de référence 0,99, qui va en fait atténuer les récompenses futures dans la priorité que l'agent donne au reward. Donc en fait, le nouveau gain, ça va être la récompense plus gamma fois la récompense à l'instant plus 1, plus gamma carré, etc., etc. Et en fait, ça va avoir pour effet de moins considérer les récompenses éloignées dans le temps. Donc ce gamma factor, vous pouvez le voir de deux manières. Déjà, vous pouvez le voir comme cette définition, donc qui permet de faire converger la somme et qui permet d'avoir des résultats mathématiques et des valeurs pas trop grandes en pratique. Et vous pouvez aussi le voir de la bonne manière, mais un peu plus difficile à saisir, qui est que ça, en fait, c'est une notion de confiance en les récompenses futures. Si vous avez un gamma faible, par exemple à 0,5, vous allez vraiment peu considérer les récompenses futures. Et dans votre gain, on verra plus tard, mais l'agent, il va devoir estimer le gain futur. Donc il va devoir estimer le gain futur, donc il va devoir estimer toutes les récompenses futures. Et ça paraît assez logique que les premières rewards, qui sont proches dans le temps, vont avoir moins de variance, elles vont moins varier par rapport aux rewards très éloignés qui seront conditionnés par la stochasticité de l'environnement ou par les actions que l'agent prendra bien plus tard. Et donc si vous avez un gamma qui atténue énormément les récompenses futures, en fait vous allez essentiellement avoir un gain qui est estimé essentiellement par les premiers rewards, et donc vous allez avoir un gain qui a beaucoup moins de variance. Et avoir beaucoup moins de variance, ça peut augmenter la vitesse d'apprentissage. Donc voilà, j'en reparle brièvement après du facteur gamma, il me semble. Enfin, dans la deuxième formation. Sinon, on peut aussi parler de quelque chose d'important qui est la notion d'environnement markovien. Un environnement markovien, c'est un environnement où, quand vous avez un état ST, ça ne sert à rien en termes d'information d'avoir tous les états précédents. Donc ST-1, ST-2, ST-3. Donc toute l'information est contenue dans l'état ST. Par exemple, si on prend notre exemple de Mario, là, où l'état c'est ST. Est-ce que vous pensez que Mario comme ça, là, c'est markovien? Donc je rappelle, markovien, c'est l'état actuel contient toute l'information des états précédents. Ça ne sert à rien de connaître les états précédents. À votre avis, c'est markovien ou non? Ouais. Non, c'est pas markovien. C'est pas markovien parce que là, si j'ai les états précédents, donc si j'ai les frames précédentes, je peux estimer le vecteur vitesse de Mario. Donc je peux savoir vers où il se déplace. Est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend? Et entre un état où Mario il monte et un état où il descend, la valeur de l'état, là, elle change vachement. Parce qu'il y a un ennemi en bas. Donc en fait, un, un bon moyen de rendre l'environnement plus markovien, c'est de rajouter les états précédents. Alors j'ai dit plus markovien parce que oui, il y a un petit peu cette notion de plus ou moins markovien. C'est pas parfaitement binaire. Et pour rendre un environnement parfaitement markovien, c'est pas compliqué. Il faut rajouter toutes les frames depuis le début du jeu. Donc là, si vous rajoutez toutes les frames,
vous avez un environnement parfaitement markovien, puisque ça sert à rien d'avoir les frames précédentes, vous les avez déjà. Mais par contre, le problème que ça crée, c'est que vous avez un état et un espace d'état qui est beaucoup plus gros. Et un gros espace d'état, c'est plus dur d'apprendre dessus. Donc en fait, il y a un espèce de trade-off à faire entre rendre un environnement plus markovien possible, mais ne pas le rendre trop gros en termes d'espace d'état. Et de manière générale, toute chose égale par ailleurs, si vous avez un environnement plus markovien, ça va être plus facile d'apprendre dessus parce que globalement, vous allez avoir plus d'informations. Voilà pour la notion de markovien. On a une notion assez similaire aussi qui est la notion d'observabilité parfaite ou imparfaite. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé d'état, mais ce serait plus juste de parler d'observation, donc qui est relié à l'état par une fonction x, qui d'ailleurs peut être non déterministe. Alors, l'observabilité imparfaite, elle peut venir de quoi? Elle peut venir déjà du principe du jeu. Si vous prenez un jeu de cartes, comme le poker, eh bien, vous avez naturellement un manque d'observation dû au principe du jeu. Le fait que ce soit un jeu de cartes, donc il y a forcément de l'information cachée. Donc ça, c'est la première chose. Mais l'autre raison, c'est aussi, comme on l'a vu avec l'exemple précédent, ici, j'ai un manque d'information parce que je n'ai, entre guillemets, pas assez bien implémenté mon environnement. Je lui ai pas donné toutes les informations nécessaires. Donc ça peut être dû à deux choses, soit le principe du problème ou le principe du jeu, soit l'implémentation imparfaite de l'environnement. Et pareillement que dans le cas précédent, il ne tient qu'à nous, dans le deuxième cas, de rendre l'environnement plus observable en rajoutant par exemple des frames, ou en rajoutant des informations sur sa vitesse, ou des choses comme ça. Et encore une fois, c'est un trade-off entre observabilité et taille de l'espace d'état. Et toute chose égale par ailleurs, plus un environnement sera observable, évidemment, plus ça sera facile d'apprendre dessus. Donc voilà pour l'observabilité. Et la dernière distinction, j'en ai déjà parlé, c'est la distinction model-based, model-free. Donc model-based, c'est dans le cas où vous avez accès au modèle, donc le cas des échecs et autres jeux adversariaux. Et le modèle free, c'est le cas où vous ne pouvez pas accéder au modèle parce que c'est parce que c'est impossible ou parce que c'est possible mais beaucoup trop complexe et que c'est pas fait pour ça et que du coup il faut interagir avec l'environnement. Et donc ça fait deux types d'apprentissage par renforcement, le modèle base où vous connaissez déjà le modèle, vous planifiez, et le modèle free où vous interagissez avec l'environnement. Si vous voulez un exemple extrême de modèle free, c'est un exemple où vous avez un robot qui est dans le monde physique et qui, ici même, apprend à marcher. Là, vous n'avez clairement pas accès au modèle. Voilà. Et il y avait une question? Non? Ok, ok. Du coup, j'ai ici répertorié un petit peu toutes les distinctions que je viens de faire avec les exemples. Donc je vous laisse regarder le tableau, me dire si vous êtes d'accord avec certains trucs ou non. Et pendant que certains le regardent, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions sur les distinctions précédentes, donc terministe, terminal, observabilité, markovien. Plus dur, c'est peut-être markovien, je dirais. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que là, je pose vraiment le cadre du RL. Donc j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Ouais. Alors je joue pas beaucoup aux échecs, mais je crois que il n'y a pas de limite on peut faire des parties qui durent. Il y a un nombre, il y a un instant T où, enfin, un nombre de coups où on peut pas aller plus loin ou... Ouais, ok. Mais est-ce que tu penses que c'est pas possible d'avoir une partie infinie? C'est pas possible? Ok. Bah du coup c'est théoriquement terminal. Après, peut-être que la plus longue partie possible qu'on peut faire est extrêmement longue devant la partie standard. Donc on considère que c'est non terminal par défaut. Mais, voilà. Mais oui, théoriquement, ok.
c'est terminal. Et du coup, souvent, pour éviter que des environnements soient terminal, comme CardPole ou CardPole, si on faisait rien, bah, un agent qui performerait parfaitement dessus durerait une infinité de temps. On arrête l'épisode à partir d'une certaine, d'un certain instant T qu'on appelle un horizon. Donc dans le cas de CardPole, c'est 500 ou 200. Donc à 200 steps, vous dites OK, l'épisode est fini. Donc c'est généralement bah, une valeur où vous considérez que si CardPole a tenu jusque-là, bah, l'environnement est résolu, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces distinctions? Ouais, Salma. Pourquoi les environnements sont markoviens? Hmm, pourquoi les échecs sont markoviens? Ben, si tu viens de faire un coup, en fait, le plateau contient toute l'information du jeu en cours. Euh, Bah, je sais pas, toute l'information actuelle est contenue dans l'état du jeu. Donc, en vrai, enfin, le plateau du jeu, en fait, tu as besoin, pour prendre une action, tu as besoin que du plateau du jeu. T'as pas vraiment besoin des plateaux précédents aux échecs. Ça va te servir à rien d'autre d'avoir les plateaux précédents. Si? Ouais? Ouais. Hmm, oui, d'accord, ok. Mais en fait, ce que je voulais dire par contient toute l'information, c'est contient toute l'information utile à prendre la prochaine action optimale. Donc ouais, j'aurais dû préciser, c'est pas exactement toute l'information, c'est toute l'information utile, on va dire. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'il y a une règle. Je joue pas. Ouais. Ah ok. Ça, ça marche. Ok, ok. Ouais, du coup, les échecs définis comme où l'état est un plateau de jeu n'est pas techniquement markovien, avec l'argument que tu as cité, mais les échecs où l'état est défini comme une suite de coups, par contre, ça c'est markovien. Ah, ça revient à donner tous les états depuis le début du jeu. Ouais, non, c'est un simulateur et il doit être construit de telle sorte à ce qu'on puisse construire un environnement de RL dessus, quoi. Donc, faut vraiment faire un truc, construire un simulateur fait pour le RL dessus. Ouais, il faut vraiment aller dans les fichiers du jeu, ouais, pour un jeu plus compliqué. Voilà. Ok. Du coup, il y a encore d'autres questions ou je passe à la suite? Ok, donc je vais passer à la suite. Donc l'environnement de shaping, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, j'entends la manière dont vous allez un petit peu modifier, adapter votre problème pour créer un environnement bah, qui va être plus facile pour l'agent d'apprendre. Parce qu'il faut vraiment pas voir le RL
comme un cas où vous avez un environnement donné et vous allez mettre le meilleur agent que vous avez dessus pour qu'il performe le mieux possible. En fait, il y a une autre partie que l'agent, c'est la partie environnement, où vous devez faire en sorte de modéliser le mieux possible votre problème. Donc pour moi, la bonne manière de voir les choses, c'est vous avez un problème, vous construisez un environnement au-dessus, et ensuite vous mettez un agent qui va travailler sur cet environnement. Et la qualité avec laquelle vous allez construire cet environnement, ça va avoir beaucoup d'influence sur la capacité de l'agent à l'apprendre. Si votre environnement est infâme, l'agent il pourra être super théorique, super stylé, il n'arrivera pas à apprendre. Donc qu'est-ce que j'entends par environnement shaping? C'est trois choses: le traitement de la reward, de l'observation et des actions. Donc déjà pour les états, donc pré-traitement des états, en fait pour avoir un bon espace d'observation, il faut faire un trade-off entre deux choses. Déjà, il faut que l'état soit assez riche en informations pour que l'agent puisse apprendre et puisse extraire les informations utiles de manière efficace. Mais il faut également qu'il soit assez petit pour que l'agent apprenne rapidement. Parce que s'il est trop gros, l'agent va certes à terme apprendre, mais les temps d'apprentissage peuvent être longs de manière dérisoire. C'est en fait c'est la malédiction de la dimension que vous retrouvez dans tous les problèmes du machine learning. Donc là par exemple, si je suis dans le cas de Mario et j'ai mon vrai environnement, donc vraiment l'environnement encodé dans les fichiers du jeu, l'état du simulateur, mon vrai état, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour extraire l'information pertinente? Déjà ce que je peux faire c'est, donc là j'ai mon image en 3 x 240 x 220, je peux déjà la griser. Parce que c'est pas forcément utile d'avoir les 3 niveaux de couleur. Enfin, c'est utile, mais c'est pas essentiel. Ça peut être rentable plutôt en termes de gain de temps pour de laisser à l'agent le soin de comprendre que ce pixel dans ce contexte, il serait de couleur rouge, etc. Une autre chose qu'on peut faire, c'est réduire la dimension de l'image en 84 x 84, qui est le format classique pour le RL sur Atari. En réduisant la dimension, encore une fois, on réduit la dimension de l'espace d'état et on perd un peu en information. Mais on espère qu'on ne perd pas trop en information par rapport au gain de temps qu'on va avoir pour l'apprentissage. Et une troisième chose qu'on peut faire sur l'image, c'est, comme on l'a vu précédemment, de rajouter les 3 dernières frames pour avoir un environnement plus observable et plus markovien, même si ça va augmenter la taille de l'espace d'état. Et un deuxième aspect de l'environnement de shaping, c'est feature extractor, donc extraire des informations brutes qui sont faciles à aller chercher dans l'environnement de l'état. Par exemple, la position en X de Mario, la position en Y de Mario, l'état de Mario, est-ce qu'il est petit, grand ou sous forme de feu. Donc là, il y a vraiment plein d'informations très faciles à aller chercher qui pourront être utilisées, donc là ça nous donne un vecteur, qui pourront être utilisés par l'agent de manière très facile. En fait, ce qu'on fait là, c'est un petit peu faciliter le travail que l'agent aurait fait tout seul. L'agent, il aurait très certainement réussi à extraire la forme de Mario, par exemple, en regardant juste le personnage où il est, mais on lui facilite le travail en fait en faisant ça. On facilite le travail, donc ça va augmenter fortement la vitesse d'apprentissage. Donc une fois qu'on a notre état transformé, qu'on pourrait appeler là l'observation, c'est là qu'on va faire travailler l'agent dessus. Donc voilà pour le pré-traitement des états. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce pré-traitement de l'état? Non. Ok. Du coup, on arrive à une partie plutôt intéressante. Donc, pré-traitement de la reward. Alors la reward, il faut le voir comme deux choses. Déjà, il faut le voir comme un but. Parce que, comme je l'ai dit, donc l'agent va maximiser la reward. Si elle correspond à votre satisfaction, l'agent va maximiser votre satisfaction, vous allez être content. Donc la reward, elle doit correspondre à ce que vous, vraiment, vous voulez. Vous devez définir une reward qui corresponde à ce que vous voulez. Et pas à ce que vous espérez que l'agent comprenne. Parce que si vous définissez mal la reward, l'agent il va juste maximiser la reward. Il ne va pas maximiser ce que vous voulez. Et des fois, ça peut amener à des cas un peu surprenants, comme on le verra par la suite.
Le deuxième fonction de la reward, c'est la reward comme signal. En fait, la reward, c'est le seul signal que l'agent il va avoir sur à quel point il a fait des bonnes actions. On va rien lui dire d'autre que la reward. Donc par exemple, dans le cas des échecs, quand il fait une action et qu'il a une reward comme modélisée, comme je l'ai présenté plus tôt, il a quasiment zéro tout le temps. Donc là, en termes de signal, c'est vraiment pas terrible, parce qu'il sait vraiment jamais si l'action instantanément qu'il a fait, c'est bien ou pas. Donc voilà, donc là, il y a une distinction entre reward sparse et dense. Qu'est-ce que ça veut dire? Une reward sparse, c'est une reward qui est très rare, entre guillemets, donc très rarement non nulle. Par exemple, le cas des échecs, comme je l'ai présenté, vous avez juste plus un moins un à la fin, c'est super sparse. Le cas de Mario, c'est pas vraiment sparse, c'est plutôt dense. Dense, ça veut dire que vous avez très souvent une reward qui varie pas mal et qui décrit plutôt bien à petite échelle, à échelle locale, à quel point l'agent a fait une bonne action. Donc là, dans le cas de Mario, bon voilà, vous avez avancé, c'est bien, vous recevez une reward, la reward correspond vraiment à un truc que vous voulez que l'agent fasse, c'est dense, c'est super. Donc en fait, ici j'ai affiché quelques environnements et deux définitions de reward qui correspondraient à des définitions sparses et denses de la reward. Donc dans le cas de Mario, une reward sparse ce serait plus un dès que le niveau est réussi, parce que c'est juste ce qu'on veut en fait, c'est que Mario réussisse le niveau. Mais une manière plus intéressante de le faire, c'est de lui donner l'avancement en X à chaque étape. Et là, pour le coup, il n'y a aucun inconvénient à passer de là à là, parce que maximiser la vitesse, enfin, l'avancement total, ça revient à maximiser le, la rapidité avec laquelle Mario va réussir va réussir le niveau. Donc pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment totalement intéressant de passer de là à là. Dans le cas des échecs, une reward sparse, c'est comme je l'ai dit, plus un ou moins un en fin de partie. Alors qu'une reward dense, on pourrait proposer une autre définition de la reward où vous obtenez des points bonus à chaque fois que vous tuez des pièces. Par exemple, on va vous dire si tu prends une dame, tu as plus 10, si tu te fais prendre ta dame, tu as moins 10, si tu prends une pièce genre un fou, tu as plus 4, etc. en fonction des valeurs des pièces. Et évidemment, ne pas oublier qu'à la fin, vous devez quand même avoir une bonne reward si vous gagnez la partie. Du coup, si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? L'agent il va explorer un peu, il va voir que quand il prend des pions, quand il prend des pièces, il gagne de la reward. Du coup, en fait, le fait de prendre les pièces, ça va devenir le nouveau but de l'agent et il va essayer d'aller prendre les pièces. Et puis après, il va aussi se rendre compte que gagner la partie c'est plutôt cool et du coup, il va réussir à gagner la partie de manière assez simple, de passer de l'un à l'autre de manière assez simplement et ça va en fait accélérer fortement la vitesse de l'apprentissage. Maintenant, c'est quoi le défaut de faire ça? C'est que là, l'objectif de l'agent, c'est plus exactement de gagner la partie. C'est juste de maximiser son score. Donc c'est de gagner la partie et aussi de prendre pas mal de pièces. Du coup, votre objectif change par rapport à ce que vous voulez. Bon là, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça peut l'être dans certains environnements. Et d'ailleurs, j'ai déjà essayé d'implémenter des agents comme ça avec des définitions de reward un petit peu différentes de ce que moi je voulais. Et en fait, c'est assez surprenant parce que une fois que nous, on joue contre elle, donc je joue un peu contre elle, je m'aperçois que bon, elle m'éclate parce qu'elle est bien entraînée. Et en fait, à la fin, alors qu'elle pourrait gagner, alors qu'elle a une stratégie gagnante, elle fait pas ça, elle essaie d'aller me prendre des pièces par-ci par-là. Parce que ce qu'elle veut, c'est pas seulement gagner la partie, c'est vraiment maximiser sa reward. Donc elle m'humilie, elle me prend toutes les pièces du plateau, et ensuite elle gagne la partie. Donc voilà. Donc on voit que l'objectif de l'agent a changé un petit peu. Et pareil avec le labyrinthe, donc la vraie reward que vous voulez, c'est plus un dès qu'il sort. Mais une reward dense qu'on pourrait ajouter, ce serait de lui dire bah tiens, tu t'es rapproché un petit peu de la sortie, tiens, voilà un peu de reward. Et ça ferait une reward dense qui, on l'espère, améliorerait la qualité de l'apprentissage. Mais encore une fois, ça pourra avoir un effet pervers qui est que, imaginez dans le labyrinthe, il y a un couloir
qui vous amène extrêmement proche de la sortie, mais qui a un couloir très long, très sinueux, qui est assez pénible à ressortir, bah là l'agent il pourrait se dire ok bah c'est ce couloir qui m'apporte le plus de reward, donc je vais le prendre. Et après bah il va avoir énormément de mal à en sortir. Donc en fait il tombe dans un très très fort minimum local, enfin maximum local, et il a beaucoup de pénibilité à en sortir. Donc vous voyez qu'encore une fois l'objectif change un peu. Donc pour résumer, en fait, il y a un trade-off à faire entre vitesse d'apprentissage et variation de l'objectif par rapport à l'objectif initial. Si vous avez un objectif, une reward qui est designed avec, avec comme but de juste accélérer l'apprentissage, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Par exemple, regardez donc ce gif incroyable d'un environnement qui est un environnement de course de bateau. Ceux qui ont créé l'environnement, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, tiens, on va aider un peu l'agent, on va lui dire, quand tu prends un booster, tu gagnes une petite reward. Comme ça, l'agent, il va apprendre que prendre un booster, c'est super cool. Sauf que qu'est-ce qu'il va apprendre, l'agent? Bah, il va juste trouver un coin où les boosters respawn, et il va farmer les boosters jusqu'à la fin de l'environnement, de l'épisode, pendant que les autres bateaux, bah eux, ils font la course. Et donc il va juste faire ça en boucle. Donc là, il est perdu, il va faire ça jusqu'à la fin de l'épisode. Donc là, on a créé clairement un cas de variation de l'objectif qui partait d'une bonne intention. Hein. Ceux qui ont créé l'environnement, ils voulaient vraiment donner un coup de pouce à l'agent. Mais l'agent, il a entre guillemets overfit sur la reward et on arrive à ce genre de cas de figure. Et donc il y a vraiment plein de cas comme ça. Il y a une page internet qui répertorie tous les exemples d'overfitting sur la reward. Donc voilà pour le pré-traitement de la reward. Utile et nécessaire, mais attention à ne pas aboutir à de mauvaises définitions de la reward. Des questions sur ou des remarques sur le pré-traitement de la reward peut-être? Ok, non. Et enfin, donc troisième type d'environnement de shaping, donc dans une moindre mesure, mais j'en parle quand même, c'est les actions. Les actions dans Mario, ce qui est possible de faire, c'est de sauter, d'aller en arrière, en avant, de sauter plus, d'aller en arrière, donc presser deux boutons en même temps, hein. De sauter plus, aller en arrière, de jeter une boule de feu, de jeter une boule de feu plus, d'avancer, etc., etc. Donc il y en a vraiment beaucoup, mais enfin, c'est assez évident de se dire qu'il y en a plein là-dedans qui sont pas très utiles. Hein. Essayer de jeter une boule de feu, plus aller en arrière, plus sauter, c'est vraiment pas très utile. Et du coup, on peut se restreindre l'espace d'action en cet espace d'action restreint des actions suffisantes, donc juste avancer ou avancer et sauter. Et en fait, si vous réduisez l'espace d'action, ça va fortement accélérer l'apprentissage de l'agent puisque vous luttez en fait contre la malédiction de la dimension. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est de ne pas donner toutes les actions possibles à l'agent, seulement ce qui est utile. Une deuxième chose que vous pouvez faire avec les actions, c'est de créer des actions custom que vous avez au préalable implémentées. Donc par exemple, vous donnez la possibilité à l'agent de choisir une autre action qui est qu'on note kill enemy et qui correspond en fait à suivre une suite de commandes qui va avoir pour effet d'essayer de tuer de manière optimisée le prochain ennemi. Donc vous pouvez faire ça avec plein de choses. Vous pouvez faire ça avec essayer de trouver un pouvoir, essayer de casser un bloc, recule beaucoup. Donc il y a vraiment plein d'actions comme ça qui peuvent être implémentées et données comme possibilité à l'agent. Une remarque qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on peut même faire apprendre un sous-agent à réaliser cette action. Et dans ce cas-là, on parle d'apprentissage par renforcement hiérarchique, où vous avez un agent, une politique high level qui choisit ce qu'on appelle des macro-actions, parce que c'est des actions qui vont s'effectuer sur plusieurs ticks, et des sous-agents qui vont apprendre à bien réaliser ces sous-actions. Mais ça sort un petit peu du cadre classique du RL, c'est assez avancé. Voilà pour le pré-traitement de l'action. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je conclue là-dessus. Donc, en fait, le RL, je veux vraiment que vous le voyez non pas comme un agent
qu'on applique sur un environnement donné, mais plus un problème donné. Vous essayez de construire un environnement et ensuite vous mettez l'agent dessus. Du coup là, dans le cas de Mario, bah déjà, la première chose à faire, c'est de définir correctement la reward. Une fois que c'est fait, vous devez bien traiter l'état pour qu'il soit le mieux interprétable par l'agent. Et vous avez également les actions à traiter de la manière la plus efficace. Et c'est ça vraiment, c'est tout cet ensemble qui constitue l'environnement. C'est le problème que vous allez adapter pour le rendre très facilement apprenable par l'agent. Donc il y a vraiment deux aspects de RL, aspect implémenter les agents et aspect traiter les environnements. Et en fait, en pratique, c'est extrêmement souvent cette partie-là, donc la partie bien traiter les actions, la reward, l'état, qui va être déterministe dans si oui ou non vous réussissez à faire apprendre des agents dessus. C'est pas l'agent. L'agent, pour peu que vous preniez le state of the art des agents de RL, donc vous avez juste à l'importer et vous le faites appliquer sur votre environnement, bah voilà, quoi, vous n'allez pas mieux performer que si vous essayez de vraiment trouver le meilleur agent. C'est surtout la définition de l'environnement qui va être significatif. Du coup, voilà pour l'environnement. Donc, si là j'ai parlé d'environnement qui était donné, sachez que vous pouvez aussi définir vos propres environnements. Donc pour ça, vous utilisez Gym, qui était fait par OpenAI et qui est un peu la bibliothèque de référence en termes d'environnement. Donc vous avez déjà plein d'environnements implémentés ici, donc des jeux Atari, des simulateurs physiques, on retrouve le Cardpole ici. Et donc ça c'est déjà des environnements qui sont implémentés. Et vous pouvez aussi définir vos propres environnements. Là j'ai défini mon environnement, donc Ocean Env, donc qui va être un peu notre exemple fil rouge pour la fin de cette formation et pour la formation dans une semaine. Donc je vous demande de bien le comprendre parce que ça sera vraiment notre exemple fil rouge. Donc vous êtes un agent dans l'océan, vous vous noyez et vous voulez ressortir, c'est-à-dire atteindre la rive le plus rapidement possible. Vous êtes dans un état S qui désigne la distance à la rive. Vous commencez à l'état S égale 10, donc à 10 mètres de la rive, et l'épisode se termine quand vous atteignez l'état S égale 0, c'est-à-dire la rive. À chaque étape, vous avez le choix entre prendre l'action s'éloigner ou vous rapprocher. Évidemment, la bonne action à prendre, c'est de vous rapprocher, mais ça, l'agent, de base, il ne le sait pas. Et le but, c'est qu'il apprenne la bonne politique qui est de tout le temps se rapprocher. La reward que vous avez, c'est -1. En fait, c'est un petit peu l'inverse de Cardpole. À chaque étape que vous passez dans l'environnement, vous avez une reward de -1 parce que on vous punit, entre guillemets, d'être encore dans l'épisode. Et donc le but qu'on veut, c'est que vous terminiez l'épisode le plus vite possible, c'est-à-dire que vous atteigniez la rive le plus vite possible. Donc, comme je l'ai dit, vous commencez dans un état, vous commencez à 10 mètres de la rive, vous finissez dans un état 0, vous prenez une reward de -1 à chaque étape, et à chaque étape, vous pouvez soit vous éloigner, soit vous rapprocher de la rive. Ok. Des questions soit sur Jim, soit sur l'environnement, parce qu'il va vraiment nous être utile pendant toute la formation. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Ouais, Polo? Ouais, le -1, c'est pour signifier qu'on se prend une reward de -1 à chaque étape, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Que vous ayez à droite ou à gauche, vous prenez tout le temps une reward de -1. Voilà. Merci pour ta remarque, Polo. Du coup, maintenant, on va voir comment est-ce que, concrètement, donc on va voir l'autre partie, comment est-ce qu'on apprend sur un environnement. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'introduire deux outils, la valeur d'état et la valeur d'action. La valeur d'état, ça traduit à quel point mon état S est bon avec la politique pi. Donc formellement, qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance du gain futur si on est dans un état S et qu'on joue la politique pi. Donc notez bien que ici, la valeur d'état, elle est indexée par pi. Elle dépend de la politique pi. La valeur d'un état, ça dépend de la politique que vous jouez. Il y a des états qui sont super bons dans une certaine politique et super mauvais dans une autre.
Donc de la manière similaire, vous avez la notion de valeur d'action qui traduit à quel point notre action A, AT est bonne dans un état S et en jouant la politique pi. Donc c'est l'espérance du gain futur si on est dans un état S, qu'on joue une action A et qu'après on joue la politique pi. Donc l'action AT n'a rien à voir avec la politique pi, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est après qu'on joue la politique pi. On est dans un état S, on joue l'action A, et ensuite on joue pi. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des... Alors, je pense que c'est mieux que je vous demande directement de me dire qu'est-ce que c'est que la valeur d'état et d'action dans ces cas-là. Donc on reprend l'exemple précédent. C'est quoi la valeur d'état d'un état S? S, ça désigne la distance à la rive. Par exemple, vous pouvez prendre S égale 5. Quelle est la valeur d'état pour la politique se rapprocher de la rive? Donc, c'est-à-dire, à chaque action, vous faites baisser, chaque étape, vous faites baisser l'état de 1. Quelle est la valeur d'état? Donc, je rappelle, la valeur d'état, c'est l'espérance du gain futur. Donc, en l'occurrence, c'est même le gain futur parce que c'est déterministe ici. Donc, la somme des récompenses futures. Si vous êtes dans un état S et que vous jouez la politique pi. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est moins S. C'est moins S parce qu'à à chaque étape, il se prend une reward de moins 1. Et là, la politique, c'est de vous rapprocher de la rive. Donc, en fait, à chaque instant, vous allez vous rapprocher. Et donc, bah, vous sommez juste des moins 1 pour S étape, puisque dans S étape, vous atteignez la rive. Donc, c'est bien moins S euh, la récompense, la valeur d'état. Pour la deuxième valeur d'état, donc valeur d'état de S, mais pour la politique, s'éloigner de la rive. Donc là, vous êtes, mettons, à 6, vous vous éloignez à 7, vous éloignez à 8, à 9, à 10. À 10, vous vous éloignez encore et vous restez à 10 parce que ça bloque à 10. Et vous faites ça jusqu'à l'infini. C'est quoi la valeur d'état dans ce cas-là? Pas... Ouais, c'est ça. C'est juste moins l'infini. Donc là, je considère qu'on a le gamma factor à 1, hein, pour préciser. Parce que bah, s'il n'était pas à 1, il n'y aurait pas de valeur infinie. Ok, un peu plus dur du coup maintenant, la valeur d'action, on appelle aussi la Q-value. Pour la politique, se rapprocher de la rive, vous êtes dans un état S et vous vous approchez. Et ensuite, vous jouez la politique se rapprocher de la rive. Donc qui en l'occurrence est la même, mais c'est pas forcément la même. Qu'est-ce que c'est la Q-value dans ce cas-là? Bah, en fait, vu que bah, en fait, c'est un peu la même chose que la valeur d'état, vous vous rapprochez et ensuite vous jouez la politique de vous rapprocher, donc c'est toujours moins S. Par contre, la valeur d'action pour l'action s'éloigner, ça va pas être moins S. Est-ce que quelqu'un là? Non. En fait, vous êtes dans un état S, vous vous éloignez de 1, donc vous perdez une valeur de 1. Ensuite, vous jouez la politique se rapprocher de la rive, donc vous revenez là, donc là vous êtes à moins 2. Moins S moins 2. Moins S moins 2. Ouais, parce que il faut le temps que tu partes, puis tu reviennes. Donc ouais, c'est ça. C'est moins S moins 2. Voilà. Ok. Donc voilà pour des exemples de valeurs d'état et valeurs d'action. Est-ce que vous avez des questions sur les valeurs d'état et valeurs d'action? Parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on utilise en RL. Du coup, s'il y a quelque chose qui est pas très clair, peut-être les définitions sont encore un peu abstraites pour l'instant, je sais pas. T'as quelque chose qui est pas clair ou quoi? Ouais. Il va falloir les apprendre. Il faut bien avoir conscience que là, c'est des objets qui existent mathématiquement, mais on ne les connaît pas. Donc, il va falloir les apprendre, en effet. Et on les apprend, bah, une première idée, ce serait de prendre, d'estimer la valeur d'un état comme bah, la somme des récompenses futures.
si on a été dans cet état à un instant T. Voilà. Mais voilà. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions là-dessus, je passe à la suite. Du coup, oui. Mhm. Ouais, tu peux faire une moyenne, ouais. Ouais, ouais. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt l'approche interagir avec l'environnement. Et ça, on le verra dans la deuxième formation. Aujourd'hui, on va juste être en mode planification, donc model base. Donc vous connaissez le modèle, vous connaissez les dynamiques de transition d'état et la récompense moyenne. Donc il ne va pas vraiment y avoir d'interaction avec l'environnement. Ça va être plus être de la planification et de la théorie. Voilà. Du coup, juste pour faire donc un résumé du cadre dans lequel on se place. On se place dans ce qu'on appelle un Markovian Decision Process. Donc c'est quoi un MDP? C'est un environnement où il y a les hypothèses suivantes. C'est parfaitement markovien, c'est parfaitement observable. On pourrait aussi rajouter que la variation entre deux instants est constante. Voilà. Donc ça se définit comme un tuple espace d'état, espace d'action, fonction de transition et fonction de récompense. On a une politique qui caractérise l'agent, qui est connu de l'agent, hein, l'agent connaît sa politique, qu'on va devoir optimiser pour maximiser le gain futur. On a la notion de valeur d'état qui traduit à quel point un état S est bon dans notre politique, et une valeur d'action qui traduit à quel point une action A est bonne dans notre état S et dans notre politique B. À noter qu'en général, c'est pas toujours le cas, une bonne action dans une politique Pi, ça sera une bonne action de manière générale. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Et enfin, on a le but qui correspond à maximiser le gain discounted. Donc discounted, c'est quand il y a le facteur gamma qui entre en compte. Et donc ça, c'est vraiment le cadre du RL jusqu'à maintenant. Ok, pas de questions. Du coup, je passe à la suite. Alors pour aborder le problème du RL, qui est donc d'optimiser pi pour maximiser le gain futur, euh, on va diviser le problème en deux sous-problèmes. Déjà, ce qu'on appelle le prediction problem, qui correspond juste à évaluer notre politique. Qu'est-ce que j'entends par évaluer notre politique? J'entends estimer pi au sens de vpi et qpi, donc les valeurs d'état et la q-value. Alors, comme on l'a remarqué plus tôt, les valeurs d'état et d'action ne sont pas connues de base, il faut les estimer. Donc on va les estimer avec des estimateurs VP chapeau et QP chapeau. En fait, en statistique, quand on a des estimateurs, on note avec un chapeau pour savoir que c'est des estimateurs. Donc ils sont censés estimer le mieux qu'on peut, avec le moins de variance possible, nos valeurs d'état et d'action. Donc ça, c'est le prediction problem, c'est juste estimer les valeurs d'état et les valeurs d'action. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer au contrôle problème, qui est en fait le problème initial du RL, et qui est construit au-dessus, et qui consiste à améliorer la politique pi. Et pour ça, on a besoin du prediction problem, c'est-à-dire d'avoir estimé VP et QP, pour améliorer la politique pi. En fait, c'est à mettre en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Une bonne action selon la valeur d'action avec pi sera en général une bonne action de manière générale. Et donc, c'est ça qui va nous guider pour améliorer la politique pi. Vous verrez les détails après, mais j'essaie de vous donner une intuition pour l'instant. Donc ça nous donne ce schéma systématique de comment ça marche. Donc ça, tous les algorithmes de RL, en tout cas tous ceux qui sont fondés sur la Q-value, fonctionnent comme ça. C'est-à-dire une alternance entre, vous avez votre politique, vous l'évaluez au sens de QP et éventuellement de VP aussi. Vous obtenez QP chapeau et vous améliorez pi en connaissance de QP chapeau. QP chapeau qui vous dit à quel point vos actions sont bien, en gros.
Donc tous les algos, que ce soit model based ou model free d'ailleurs, fonctionnent comme ça. Juste une remarque, donc le reinforcement learning qui se divise entre le model based et le model free. Aujourd'hui, on va voir que le model based, donc je rappelle où le modèle est connu. Et la semaine prochaine, on verra le modèle free où vous interagissez vraiment avec l'environnement, qui est, on va dire, plus intéressant d'un point de vue pratique, puisque tous les environnements pratiques sont vraiment modèle free. Mais le modèle base est très intéressant parce qu'il a des fortes fondations théoriques et mathématiques et qui donne beaucoup d'intuition pour le modèle free ou pour ce qu'on aimerait faire sur le modèle free. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc allons-y. Donc le modèle based reinforcement learning. Donc on essaie de résoudre le prediction problem. Donc je rappelle, on connaît le modèle et on cherche à estimer VP de S et QP de SA pour tout S et pour tout A. Donc ça, c'est le prediction problem. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà, on va essayer de redéfinir notre valeur d'état et notre valeur d'action. Alors ici, j'ai représenté un graphe de probabilité, un graphe des possibles en fait. Ici, vous êtes dans un état S. Vous allez choisir une action à partir de votre politique. Donc ici, vous allez avoir une probabilité pi de A1 sachant S de choisir l'action A1 et une politique pi de A2 sachant S de choisir l'action A2. Vous arrivez dans votre état, enfin votre état plus action S A1, vous récupérez la récompense R A1S, et ensuite vous avez un nouvel embranchement qui cette fois est dû non pas au choix de l'agent, mais à la dynamique de l'environnement. Donc avec cette fonction P de S vers S, A1, qui varie selon S et selon les actions. Donc là, vous avez un graphe des probabilités, un chemin de probabilité, on va dire. Et en regardant ce graphe, on va pouvoir obtenir des équations sur la state value, donc V, et la Q value. Donc déjà pour la valeur d'état, en fait on peut la définir, si on suit cet embranchement, comme la somme des Q value pour les actions, pondérée par les probabilités de prendre les actions. En fait, si vous posez le calcul en termes d'espérance de ce que c'est valeur d'état et valeur d'action, vous allez retomber sur cette formule qui est en fait une formule une formule de probabilité classique. Donc voilà pour la valeur d'état. Et pour la valeur d'action, de manière similaire, donc là on est dans l'état S et on a pris l'action A1, on récupère la récompense, donc c'est ça, et ensuite, nouvel embranchement, on somme sur les états futurs S', on pondère par les probabilités d'arriver dans l'état S', et ensuite on obtient une valeur d'état. Donc en fait, la Q-value, c'est la récompense instantanée, plus les récompenses futures, et les récompenses futures, c'est quoi? C'est la somme des valeurs d'état, les valeurs des états futurs, pondérées par les probabilités d'arriver dans ces états futurs. Et on n'oublie pas le facteur gamma qui intervient lors du calcul de cette formule. Voilà. Des questions sur ces équations-là? Ou sur l'arbre de probabilité? Il y a des trucs pas clairs ou quoi? Ok. Du coup, maintenant qu'on a exprimé Q en fonction de V et V en fonction de Q, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, en fait, injecter ces équations l'une dans l'autre. Donc ouais, je l'ai pas dit, mais utiliser des valeurs d'état ou d'action pour calculer d'autres valeurs d'état ou d'action, c'est ce qu'on appelle du bootstrapping. Ça se fait souvent en RL. Et une autre remarque, très importante en vrai, c'est qu'ici, les actions et les états sont discrets et peu nombreux. Hein, ça marche pas si vous avez des états continus. Parce que une somme, ça marche pas si c'est continu. J'aurais dû faire une intégrale. Donc gardez en tête, si vous avez du mal à voir ce que c'est un état ou une action, que c'est vraiment on a vraiment un ensemble discret d'états, mettons 50 états, et un ensemble discret d'actions, mettons 3 actions par exemple. Donc voilà. Donc là j'ai injecté
ces deux équations l'une dans l'autre. Donc j'obtiens ces deux équations-là, c'est un peu dur à retenir, mais qui en soi, on peut, on peut les réétablir si on regarde le graphe précédent, en suivant le graphe comme un chemin des possibles. Et donc ces équations, elles sont appelées les équations de forme Bellman dynamique. Et en fait, si je prends la première équation là, et que je note V, le vecteur des valeurs d'état, donc c'est valeur de l'état 1, valeur de l'état 2, valeur de l'état 3, etc. jusqu'à valeur de l'état 50, si on a 50 états, on obtient une équation de la forme V égale F de V, où F c'est l'opérateur ici qu'on applique à V, qu'on appelle l'opérateur de Bellman dynamique. Et en fait, cette équation-là, elle a qu'une seule inconnue, une seule solution V, pardon, qui est en fait la vraie valeur d'état. Et on peut montrer qu'on peut converger vers cette valeur d'état en appliquant une formule itérative comme ça. Donc c'est dû à des théorèmes mathématiques et des hypothèses qui sont validées dans le cadre de notre MDP. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend juste V0 arbitraire, par exemple 0 partout, et on applique l'opérateur de Bellman en boucle. Et la théorie nous dit que c'est censé converger, bon, plus ou moins rapidement, c'est censé converger vers la vraie valeur d'état. Et c'est comme ça qu'on estime notre valeur d'état. Et on fait exactement la même chose pour notre Q-value, mais avec cet opérateur-là, cette fois. Donc ça, c'est comment on fait pour estimer notre V-value et notre Q-value dans le cadre du modèle Bayes. Hein. Parce que là, on connaît toutes ces valeurs, on connaît pi, vous connaissez évidemment la politique de votre agent, et on a dit qu'on était dans le modèle Bayes, donc on connaît le modèle. Donc ça, les trucs en vert, là, on les connaît. Donc j'obtiens cet algorithme donc, qui s'appelle Iterative Policy Evaluation, qui consiste à en fait appliquer cette formule itérativement. Donc vous commencez avec un array vide et vous itérez sur les états, vous itérez cet opérateur sur les états, jusqu'à ce que θ, donc θ c'est la pire différence entre deux valeurs d'état successives, enfin successives entre deux itérations, j'entends. Donc jusqu'à ce que θ soit suffisamment petit, on répète ça, et ensuite on renvoie la valeur d'état qui est censée être une bonne estimation de la vraie valeur d'état. À noter que l'opérateur ici il change un peu parce qu'ils ont choisi une modélisation avec une seule fonction de transition, mais ça revient au même dans notre cas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour comment est-ce qu'on fait pour modéliser, pour calculer les valeurs d'état et d'action en modèle Bayes? Non? Ok. Du coup, donc là on a les résultats expérimentaux. Donc sur ces graphes, en abscisse, vous avez S, donc l'état, qui va de 0 à 10. Donc 0, je rappelle, c'est la rive, c'est vous êtes sorti d'affaires, et 10, c'est là où vous commencez. Les vraies valeurs d'état, on a vu que c'était moins S. Et donc en ordonnée ici, vous avez les valeurs d'état estimées. Donc là, première sur le graphe de gauche, c'est pour la politique pi égale se rapprocher, donc vous allez toujours à gauche, vous cherchez toujours à vous rapprocher de la rive. Et du coup, vous voyez que ça converge vers presque les bons états, vers les bonnes valeurs d'état. Pourquoi presque? Parce qu'il y a ce facteur gamma qui intervient et qui va biaiser un petit peu le calcul des valeurs d'état. Et là, dans le cadre de la politique où vous vous éloignez de la plage en boucle, vous convergez vers les valeurs moins l'infini. Alors, c'est pas moins l'infini, c'est moins 5, parce que y a le facteur gamma qui intervient. Là, j'ai mis un facteur gamma un peu plus faible. Donc voilà, c'est pour éviter que ça converge vers moins l'infini, mais vous voyez bien que c'est... bon, ça, en gros, ça veut dire moins l'infini, hein, quand ça plafonne à moins 5. Du coup, voilà. Donc là, les valeurs d'état, c'est moins l'infini, sauf pour 0, parce que à 0, l'état est déjà terminal, donc la valeur d'état, c'est juste 0. Quoi. Donc voilà. Sinon, vous avez la même chose avec les valeurs d'action. Donc cette fois, les valeurs d'action, là, vous avez deux types de points. Les points verts, c'est pour les actions, les bonnes actions, donc vous rapprochez de la plage. Et les points rouges, c'est pour les mauvaises actions. Donc vous voyez que ça converge aussi.
À noter que l'ordre avec lequel on parcourt les états est important en fait. En fait, il vaut mieux itérer. Pendant vos itérations, il faut mieux commencer par les états les plus terminaux, c'est-à-dire les états qui finissent le plus rapidement possible, parce que les autres états vont généralement dépendre de ceux-là dans le calcul. Donc en fait, l'ordre des états est plutôt important. Vous pouvez gagner un ordre n, où n est le nombre d'états, si vous choisissez bien votre ordre. Ici, l'ordre, c'est random. J'ai mis random pour avoir un truc neutre, quoi. Donc voilà. Donc là, comme vous le voyez, pour les deux actions, pour la politique de quitter la plage, on est à 0. Si, quand vous êtes à l'état 1 et que vous voulez quitter la plage, vous voulez vous rapprocher de la plage, c'est quand même moins 1 la valeur d'action, c'est pas moins l'infini, parce que vous allez jouer l'action de vous rapprocher, donc vous allez avoir moins 1, et ensuite ça va être terminé. Mais pour l'action de vous éloigner, bah là, vous allez vous éloigner, et donc vous allez ensuite vous allez vous éloigner, et donc vous allez avoir moins l'infini. Voilà pour les résultats expérimentaux. Sinon, quelques remarques, je crois que c'est initialisé à 0, les valeurs d'état. Et ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ok. Du coup, donc là, on a résolu en fait le prediction problem. On a une stratégie pour estimer les valeurs d'état et d'action. Maintenant, on va améliorer la politique. Comment on va l'améliorer? On va faire ce qu'on appelle une amélioration greedy, c'est-à-dire qu'on va rendre la politique pi greedy par rapport à la Q-value estimée. C'est-à-dire que la nouvelle action qu'on choisit dans le cadre de S, ça va être une action déterministe, pour le coup, et ça va être l'action qui maximise la Q-value estimée. Donc l'idée derrière ça, c'est que on suppose que l'argmax de QPi chapeau, ça correspond à peu près à l'argmax de QPi, et on suppose que la meilleure action pour pi, enfin pour QPi, c'est une action plutôt pas trop mal de manière générale. Donc c'est de là que vient la logique de cette stratégie. Donc en fait, pour résumer, on avait notre politique pi, on l'évalue avec le précédent algorithme Iterative Policy Evaluation, et ensuite on améliore la politique de manière greedy. Donc là, on obtient une première phase d'amélioration, et ce qui nous reste à faire, du coup, c'est juste de fermer la boucle, et on obtient ça, du coup, qui correspond bien à ce que je vous avais montré tout à l'heure, la boucle classique. Donc alternance entre évaluation de la politique pi au sens de la Q-value et amélioration greedy de la politique. Donc l'algorithme, qui lui est un algorithme de contrôle, pas de prediction, s'appelle policy iteration du coup. Du coup là voilà les résultats. Donc là les flèches en haut, ça représente les greedy actions, c'est-à-dire les actions qui ont la meilleure Q-value. Là vous voyez que en quelques itérations, il atteint la bonne politique. Du coup, là, il y a deux levels d'itération. Ça, c'est l'itération de Iterative Policy Evaluation, donc ça, c'est pour estimer les Q-values. Et ça, c'est l'itération de la boucle. Chaque boucle, c'est une itération ici. Et chaque itération, c'est elle-même plusieurs itérations d'estimation des Q-values. Voilà. Donc à noter que pour Policy Evaluation, j'avais dit qu'on convergeait, qu'on itérait jusqu'à convergence. Ici, c'est un peu différent. J'itère pour 5 itérations d'évaluation, pour un nombre fixé d'itérations. Voilà, les deux méthodes se valent. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez, quoi. Ok, des questions là-dessus, sur Policy Iteration? Non? Ok. Du coup, juste une remarque. Une petite variante des équations de Force-Bellman dynamiques, c'est les équations de Force-Bellman optimales. Dans ce cas-là, vous présupposez directement que votre politique pi, c'est la politique optimale, donc pi star, et vous rétablissez les équations. Et du coup là, si on refait, donc la politique optimale, elle va être déterministe, forcément, elle va choisir la meilleure action. Donc vous êtes dans l'état là, votre valeur d'état, ça va être le max de la suite, parce que ça prend le truc qui optimise. Donc ça va être le max de ça.
Ici, vous récupérez la reward, puis vous refaites la somme pondérée par les probabilités d'arriver dans les nouveaux états. Et pour la Q-value, pareil, vous récupérez la récompense, vous faites la somme sur les états, sur les probabilités de transitionner vers les nouveaux états, oui, vers les nouveaux états S'. Et ensuite, vous prenez la state value de ça, et la state value de ça, c'est quoi? C'est la meilleure des Q-values, en fait, dans le cadre de la politique optimale. Du coup, voilà, ça vous donne les équations de Ford-Bellman optimales, qui sont une petite variante. Et vous pouvez répliquer vraiment ce qu'on a fait précédemment, ce qui nous donne un algorithme un peu différent qui s'appelle value iteration, où ici, donc pareil, on souhaite résoudre le contrôle problème, et là, en fait, on n'a même plus de notion de politique, puisque la notion de politique est immédiatement extraite de la Q-value. Du coup, en fait, l'algorithme consiste juste, littéralement, à appliquer cette formule en boucle. Et ça converge plutôt bien. Du coup, voilà. Donc je ne sais pas si le parallèle est très clair, mais en fait, le value iteration, ça correspond un petit peu à faire policy iteration, mais avec une seule itération de IPE. IPE, c'est juste l'algorithme qui permet d'estimer la Q-value. Voilà. Du coup, des questions là-dessus? Ouais. Le value iteration? Ouais, en général, le value iteration est plus performant parce que ça, on- ça converge vraiment directement vers la politique optimale et il y a qu'une seule boucle d'itération en fait. C'est juste applique ça en boucle. Alors que là, si tu regardes ça, bah ça c'est on itère comme ça et ça en elle-même c'est déjà une boucle. Donc s'il y a une itération dans une itération. Donc c'est super lent. C'est super lent. Et un truc pour faciliter ça, pour éviter d'attendre à chaque IPE, attendre la convergence, c'est de faire comme je l'ai dit, faire un nombre maximum d'itérations. Et en fait, pousser à l'extrême, si on a n iter égale 1, on retombe sur value iteration. Donc je dirais que l'hyperparamètre, en fait, c'est un hyperparamètre n iter. Euh, c'est assez difficile à trouver, le truc qui est optimal. Mais en général, quand il vaut 1, c'est plutôt bien. Donc je pense que dans le cas général, je ne suis pas certain de moi, mais je dirais que c'est mieux de faire value iteration, c'est mieux de juste appliquer la formule là en boucle, qui est bon, voilà, plutôt simple, qui permet d'arriver à de très bons résultats. Voilà. Polo, t'avais une question? Pourquoi ce serait pas possible par rapport à... Non, il y en a pas. Enfin, il y en... peut-être que la fonction là, donc l'opérateur de Bellman optimal a peut-être des propriétés différentes de l'opérateur de Bellman dynamique et du coup ça marche pas dans tous les cas, mais je pense que non, dans tous les cas ça marche. Euh, ouais, ouais, en toute rigueur, faudrait. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais, il devrait y avoir des étoiles là sur la, sur la formule, ouais, parce que c'est la politique optimale. Pi de. Ouais, ouais, pi de étoile, ouais. Ah non, QPi. Non, QPi c'est autre chose. Ouais. Mhm. Ok, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est ça. Pi étoile, c'est
la politique optimale, et du coup, elle est déterministe. Mais d'ailleurs, l'inconvénient du RL value-based, donc c'est-à-dire fondé sur la Q-value, c'est que la politique optimale qu'il va trouver, elle sera forcément déterministe. Mais il y a des cas d'environnement, en particulier des environnements non observables, où la politique optimale, elle n'est pas déterministe. Par exemple, imaginez un agent qui doit distribuer de la circulation entre deux autoroutes. Sauf que il a un problème d'information, il sait pas, et il est super nul, il sait pas combien il y a de voitures sur une autoroute et sur l'autre. Et en plus, il n'est pas markovien, il se rappelle pas de ce qu'il a envoyé. Bah là, du coup, la politique optimale, c'est juste 50-50, d'envoyer une voiture sur deux à gauche, une voiture sur deux à droite. Un autre exemple, environnement, pierre-feuille-ciseaux face à un adversaire intelligent, dans le sens qui calcule un petit peu votre stratégie. Bah là, la stratégie optimale, ça va jamais être de faire que pierre ou que ciseaux, parce que là, l'agent, il va s'en rendre compte. Donc en fait, vous pouvez essayer de trouver une stratégie pour parer l'agent, pour parer votre adversaire, mais dépendamment de l'intelligence et la manière de réfléchir de l'adversaire, la meilleure stratégie, c'est juste de faire 33% chaque action, quoi. Donc voilà. Mais par contre, les algorithmes value-based, ils trouvent toujours, comme politique optimale, une politique déterministe. Et ça, c'est un des défauts du value-based. Mais voilà. Mais après, dans beaucoup de cas, trouver une politique optimale déterministe, ça reste très très bien. Pas forcément gênant. Voilà. D'autres questions là-dessus, sinon on arrive à la fin de cette formation. Non. Du coup, conclusion sur Dynamic Programming. Donc Dynamic Programming, je ne l'ai pas forcément dit, mais c'est en fait ces méthodes de programmation itérée comme ça pour estimer les valeurs des tailles d'action, puis pour converger vers la politique optimale. Les avantages, c'est que ça converge rapidement, parce que ça a vraiment des raisons mathématiques de converger. C'est très étudié. Les inconvénients, c'est que c'est adapté à des petits espaces et surtout à des espaces discrets. Donc quand on arrive dans des espaces d'action continue, bon, c'est assez rare, mais quand on arrive dans des espaces d'état continu, ça devient plus possible en fait. Du coup, c'est vraiment un inconvénient ça. Et autre inconvénient, c'est que c'est model-based, donc vous avez besoin d'avoir accès au modèle, et c'est pas toujours le cas. Dans la formation dans une semaine, on verra le modèle free, donc comment est-ce que vous faites pour interagir avec l'environnement, pour apprendre de l'environnement. Et donc là, c'est beaucoup plus général, beaucoup plus adapté à un cas pratique. Donc on verra deux types de méthodes, les méthodes Monte-Carlo et TD Learning. Voilà. Donc c'est la fin de cette formation. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et je vais prendre les questions du coup, de manière générale sur la formation, ou si vous avez des remarques sur le RL ou quoi que ce soit. Voilà.